Eh bien, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être encore présents à ce troisième rendez-vous virtuel du Creux. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Magna, je suis salariée du comité régional d'équitation Provence-Alpes-Côte d'Azur et je suis en charge des actions de développement durable notamment. Pour rappel, le Creux met en place cette série de webinaires et cette campagne de sensibilisation des centres équestres au développement durable en partenariat avec la filière Sud-PACA et aussi avec la contribution de l'ANS pour initier une démarche de sensibilisation, formation et mutualisation des bonnes actions autour du développement durable pour les structures équestres. Pour mieux cerner les attentes, une enquête a mis en lumière plusieurs thématiques, dont la gestion de l'eau. Et nous poursuivons encore cette action via l'organisation de 2 prochains webinaires, les 2 derniers de la session. Le prochain traitera de l'optimisation de la qualité de vie des chevaux et de ceux qui s'en occupent, en apportant un éclairage particulier sur l'alimentation et notamment le foin. Il est prévu, vous pouvez déjà le noter, le mardi 1er juin à 18h30, avec notamment la participation de l'éthologiste Hélène Roche. Nous aborderons enfin une dernière thématique courant juin, les outils pédagogiques et les bonnes pratiques. Donc, la formule webinaire a l'avantage de répondre à une vraie problématique sanitaire en ce moment par rapport au déplacement, mais aussi, je crois, de permettre aux dirigeants de structures équestres de se rendre disponibles sans bouger de leur structure. Donc, effectivement, nos webinaires sont enregistrés et seront proposés en replay sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous ne pouvez pas y participer ou si vous ne pouvez pas rester toute la session, vous pourrez revoir ça en replay. Par rapport à chaque thématique, je dois vous préciser qu'on traite souvent que certains aspects parce qu'on valorise les témoignages, les cas concrets, puis le temps est limité. Donc, on va vous soumettre dans quelques jours, en même temps qu'on vous enverra le lien du replay, une enquête de satisfaction. C'est un espace qui vous permet notamment de mettre des commentaires et si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder qui n'auraient pas été traités, on pourra effectivement poursuivre nos démarches en ce sens. Je tiens comme d'habitude à vous rappeler quelques petites règles avant d'attaquer. Merci de bien laisser vos micros fermés, s'il vous plaît, sauf pour les intervenants au moment où ils prennent la parole. Vous pouvez poser vos questions pendant la durée des interventions avec l'utilisation de l'espace discussion en bas de la page. On fera un point à chaque fin d'intervention, d'échange, pour répondre aux questions à ce moment-là. Enfin, si toutefois certaines questions ne pouvaient pas être traitées, on prendra le temps, je vous mettrai la page contact à la fin du webinaire pour vous mettre en relation éventuellement avec les intervenants ou passer par nous, il n'y a pas de souci. On diffusera tout ça. Je voudrais juste faire le point sur le programme de ce thème, la gestion de l'eau. Donc, on va aborder en 3 points. La première partie, comment optimiser la gestion de l'eau dans une exploitation équine avec l'intervention de Charlotte Fustec du label Écuresse, qui va notamment aborder le suivi de la consommation de l'eau, l'arrosage des surfaces d'entraînement, l'abreuvement des chevaux, la récupération des eaux de pluie, le fait de favoriser des équipements peu consommateurs et la gestion des eaux usées. Puis on fera un zoom sur les équipements et les surfaces d'entraînement avec l'intervention de Victoria Bonnet pour Éco-Végétal, mais aussi Marie-Laure Guénaud, Terres et Chevaux, Sol, Solutions. Et enfin, on fera un zoom sur la récupération des eaux de pluie avec le témoignage de 2 centres équestres. Le centre équestre de la Fenière dans le département 04 avec Aline Christiani. Et enfin, le centre équestre d'Issingeau dans le département 43 avec Anouk Sevray. Je vais donc passer la main à Charlotte et merci de votre attention. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc, bonjour à tous, donc je me présente, je suis Charlotte Fustec et je suis en charge du label Écuresse. Et donc, je vais intervenir aujourd'hui sur un petit peu les bonnes pratiques pour optimiser la gestion de l'eau dans une exploitation équine. Donc, on va voir plein de sujets et l'intérêt, c'est que derrière, on va pouvoir un petit peu aller plus loin dans certaines thématiques avec les autres intervenants. Donc, rapidement, juste pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que le label Écuresse, d'où il sort, en fait. Donc, en fait, il est né du renforcement en fait, des exigences réglementaires et sociétales en matière d'environnement et bien-être animal. L'idée, ça a été vraiment de créer un label spécifique pour la filière équine
pour en fait développer un outil pour répondre aux préoccupations, notamment environnementales, et de permettre à la filière équine de maîtriser sa qualité environnementale avec des outils concrets. Donc pourquoi écuresse? Donc ça vient de écu du latin écus, cheval, et res pour respect de l'environnement. Donc ce label s'adresse à tous les établissements équins, quels qu'ils soient, quelle que soit leur activité, leur localisation, et par exemple des entraîneurs, des centres équestres, des éleveurs, des écuries de propriétaires. Et il est intéressant pour la filière équine et toutes ses parties finalement, pour les exploitations équines elles-mêmes, puisque c'est elles qui vont pouvoir bénéficier des conseils liés au label écuresse et qui pourront se différencier de la concurrence grâce à cette démarche de qualité. Aux clients des exploitations, puisque ça leur permet d'avoir de vrais critères de choix objectifs, mais aussi pour le grand public, puisque ces questions d'environnement et de bien-être animal sont de plus en plus importantes, en tout cas pour l'image de la filière équine. Donc rapidement, le label EQS, aujourd'hui, c'est le premier label en faveur de l'environnement et du bien-être animal en France. On a 120 structures labellisées sur le territoire et 15 évaluateurs répartis pour répondre aux différentes demandes dans toutes les régions. Et donc, le label EQRS s'appuie sur un certain nombre d'engagements, par exemple tout ce qui est préservation de la biodiversité, réduction et gestion des déchets, la maîtrise des consommations énergétiques, le bien-être, on en a parlé, mais aussi la préservation des ressources naturelles, dont l'eau, et c'est aujourd'hui le sujet qu'on va aborder. Donc, comment optimiser la gestion de l'eau? Donc, pour poser un petit peu le contexte, c'est vrai que dans le monde actuel, l'eau est une denrée et une ressource qui est de plus en plus rare et précieuse. Et afin de satisfaire finalement les besoins croissants de la population, il est essentiel de préserver ces écosystèmes aquatiques qui sont fragiles de toute pollution et de bien gérer nos réserves et de maîtriser notre consommation. Donc, on le sait, les activités hippiques entraînent de fortes dépenses en eau, notamment pour l'arrosage des sols d'entraînement. Et donc aujourd'hui, il convient d'entamer une réflexion pour réduire ces consommations d'eau. Et ces mesures auront à la fois une répercussion environnementale, mais également financière. Donc la première des choses à faire, en fait, c'est déjà d'avoir un suivi de sa consommation, puisque le suivi de la consommation d'eau est généralement réalisé à partir d'un compteur unique dans les exploitations équines. Et en fait, il est beaucoup plus précis d'avoir des compteurs par secteur afin de mesurer déjà de manière fiable les économies d'eau que l'on peut réaliser en fonction des équipements qu'on installe, mais aussi d'identifier les postes les plus consommateurs d'eau. Et en fait, de réaliser des suivis de consommation d'eau à partir de simplement de ces relevés de compteurs permet déjà d'avoir des références sur sa consommation d'eau normale en fonction des saisons et ainsi de détecter plus vite les problèmes de fuite dans son réseau d'eau. Il faut savoir que les fuites d'eau représentent en France 20% du volume d'eau total qui est prélevé. Donc, c'est énorme et souvent, les gens n'en ont pas conscience. Donc, ce suivi de consommation d'eau permet aussi de déterminer les postes les plus consommateurs d'eau et donc de mettre en place un plan d'action pour réduire ces consommations. Donc, on l'a dit, l'un des postes les plus consommateurs d'eau dans une exploitation équine, c'est l'arrosage des surfaces d'entraînement. Et généralement, ces sols de pratiques équestres sont principalement réalisés en sable, or celui-ci nécessite un arrosage régulier afin de garder sa qualité. Donc, cela représente environ 4 mm d'eau par jour et par mètre carré en saison estivale, mais des solutions existent afin de réduire ces consommations d'eau. Donc, la première chose, c'est que plusieurs fabricants de sols équestres proposent des solutions telles que l'ajout de fibres, par exemple, de géotextiles, et cela permet d'améliorer la rétention de l'eau et d'améliorer l'efficience de l'eau utilisée. Et donc, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'un sol avec un fibrage adapté permet d'économiser jusqu'à 30% d'eau. Donc, ça, c'est la première des choses en tout cas, à réfléchir dans sa conception d'un sol équestre. Et depuis quelques années, on remarque aussi l'émergence de sols ne nécessitant pas d'arrosage du tout, comme par exemple les sols à partir de bois broyé, de copeaux textiles ou de granulats de caoutchouc et d'autres. Donc ça, vous le verrez peut-être plus précisément derrière avec les autres intervenantes. En tout cas, quel que soit le sol, en tout cas ceux qui nécessitent d'être arrosés, il faut absolument privilégier un arrosage à des horaires évitant l'évaporation. Ça paraît logique, mais ce n'est pas toujours fait. Donc, plutôt arroser le soir quand la chaleur du jour est atténuée pour éviter l'évaporation de l'eau. Un autre poste très important de consommation d'eau dans une exploitation équine, c'est l'abreuvement des chevaux. Alors, la consommation d'eau des chevaux est très variable en fonction du stade biologique du cheval, de l'activité, de la météo, ainsi que de l'alimentation.
Donc, il est très difficile de prédire les besoins d'une exploitation pour l'abreuvement, mais en moyenne, un cheval consomme entre 15 et 65 litres d'eau par jour. Donc, si on a 50 chevaux, cela équivaut à 730 000 litres par an. Et c'est donc un poste très important de consommation. Et celui-là ne peut absolument pas être réduit. Donc là, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la récupération des eaux de pluie, puisque la récupération des eaux de pluie permet de répondre à une partie des besoins en eau, sans dépense d'eau supplémentaire pour l'exploitation. Donc c'est assez intéressant et il est relativement facile et économique de récupérer les eaux pluviales pour les réutiliser, par exemple pour l'arrosage des pistes ou le lavage des installations, ou même l'abreuvement, mais on va le voir un petit peu plus tard. Donc là, vous pouvez voir sur cette illustration un exemple de finalement une écurie qui récupère l'eau de pluie sur l'ensemble de ses toitures. Ces eaux de pluie sont récupérées dans une citerne qui est enterrée et l'eau ensuite peut être valorisée pour l'abreuvement, pour les douches ou pour le transport d'eau. Donc, comment on peut calculer finalement la ressource en eau sur les toits? Donc, la première chose à faire, c'est de rechercher sur Internet la pluviométrie annuelle en fonction de la situation géographique, pour voir un petit peu quelle ressource en eau est disponible. Ensuite, on peut calculer la surface de toiture de récolte, qui correspond approximativement à la surface au sol des bâtiments. Et par contre, attention, il faut prendre en compte un coefficient qui est dû à l'évaporation en fonction du type de toiture. Donc, en fonction de si votre toiture est en ardoise, en zinc, on aura un coefficient différent. Et à partir de cela, on obtient la capacité de récupération des eaux de toiture en multipliant ces trois données. Ces eaux récupérées peuvent ensuite servir en partie à l'abreuvement des chevaux, mais dans ce cas-là, il faut faire attention aux apports en minéraux qui sont très faibles et aux éventuels polluants ou à l'arrosage des installations. Là, je vous fais juste part d'un témoignage d'un labellisé qui est en fait un site où ils organisent principalement des concours, beaucoup de concours, et qui avait des consommations d'eau énormes et donc des dépenses d'argent également énormes. Et en fait, sur leurs 1500 mètres carrés de toiture, ils récupèrent maintenant beaucoup d'eau et ils le stockent dans un bassin de rétention. Et ensuite, cette eau est utilisée pour l'arrosage des carrières et des manèges. Et cela leur permet vraiment de faire finalement, alors oui, il y a un investissement au départ pour le système de récupération d'eau qui est non négligeable, ça c'est certain, mais derrière, il y a un amortissement et des économies d'eau et donc d'argent qui sont très importantes. Voilà, je voudrais juste revenir sur l'eau de pluie et l'abreuvement parce que c'est une vraie question. Alors l'eau de pluie, évidemment, d'un point de vue écologique, c'est hyper intéressant, mais qu'en est-il finalement pour la santé des chevaux? Est-ce qu'on peut réellement abreuver les chevaux avec de l'eau de pluie? Alors, il faut savoir que l'eau de pluie est généralement récoltée via les gouttières, puis est stockée plus ou moins longtemps dans des cuves ou dans des citernes avant d'être donnée aux animaux. Et finalement, c'est assez logique, mais sa qualité dépend de ce que l'eau va rencontrer sur son trajet. Donc, il y a un point important, c'est le nettoyage du stockage et du système de récupération d'eau. Et il faut aussi savoir que la qualité de l'eau de pluie varie d'un jour à l'autre, avec parfois des paramètres semblables finalement à de l'eau potable, et à d'autres moments, une eau potentiellement toxique avec la présence de pesticides, de polluants ou chargés en pathogènes. Donc, pour limiter ces variations, le gérant peut mettre en place des nettoyages réguliers de la cuve de stockage et des gouttières. Et éventuellement, pour l'abreuvement des chevaux, si en tout cas l'eau de pluie est pour l'abreuvement des chevaux, il est possible d'émettre des filtres à UV, par exemple, pour avoir une qualité de l'eau plus stable. Parce que, par exemple, je disais tout à l'heure que la qualité de l'eau varie en fonction des jours. Et par exemple, il faut éviter les eaux de pluie directement après des orages, puisque cette eau est généralement une eau contaminée. Concernant la composition minérale de l'eau de pluie, c'est un peu la problématique de l'eau de pluie, c'est qu'il ressort des études des variations importantes en fonction des conditions climatiques et de la saison. Mais il faut garder en tête que l'eau de pluie est déminéralisée par rapport à de l'eau du réseau et qu'il peut être important derrière de faire attention à cette composition minérale et potentiellement de complémenter ses chevaux avec des CMU. Mais voilà, en prenant en compte ces précautions et en surveillant en tout cas les chevaux, un abreuvement à l'eau de pluie est tout à fait envisageable. Alors, dans les autres postes consommateurs d'eau dans une exploitation équine, mais qui sont un petit peu, qui sont moins importants, c'est tous les autres équipements qui consomment de l'eau. Donc, ça peut être le premier, la douche, et c'est vraiment sur lequel on peut agir le plus simplement. Ça peut être simplement d'installer un pistolet sur le tuyau d'eau afin d'augmenter la pression et de l'eau et donc de diminuer le temps de douche.
Ensuite, on peut avoir des machines à laver, par exemple, dans les centres équestres, et donc d'essayer de favoriser des machines à laver de classe A. Mais il existe aussi des machines, notamment pour les couvertures, qui utilisent très peu d'eau. Donc, essayer de favoriser cela. Et pour la partie sanitaire, il est également possible d'installer des toilettes sèches qui n'utilisent pas d'eau et dont la sueur souillée peut être utilisée derrière pour faire du compost. Un autre point que je voulais évoquer rapidement, c'est qu'il doit aussi avoir finalement une réflexion concernant les eaux, rejetées, qu'elles soient issues du lavage des installations, mais aussi des eaux de pluie ou des eaux usées, mais aussi des aires de douche. Donc, toute structure doit savoir en tout cas où partent ces eaux. Le minimum, c'est d'avoir des aires de lavage dédiées avec canalisation des eaux sans qu'il y ait de rejet directement dans un courant ou un plan d'eau. Mais déjà, de se poser la question de où partent les eaux de douche, où est-ce que je douche mes chevaux, où est-ce que je lave mes véhicules, tout ça, ça peut avoir un impact sur l'environnement. Et il faut avoir conscience et savoir où partent ces eaux. Et donc, concernant les eaux usées, il existe aussi des solutions écologiques, par exemple le lagunage ou les filtres plantés de roseaux. Alors, le lagunage, c'est une solution naturelle d'épuration des eaux qui consiste à faire transiter des eaux usées dans différents bassins, en fait, contenant des plantes capables de capter et de dégrader les matières polluantes avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Et la phytoépuration est une technique utilisant les plantes dans le processus d'épuration des eaux usées. Et il s'agit également de filtres plantés ou de plantes aquatiques. Donc voilà, j'ai fait vraiment un tour global des consommations d'eau qu'on a sur une structure équestre, de quelques bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Et par la suite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de certaines solutions concrètes pour réduire ces consommations d'eau. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la première des choses à faire, et parfois qui permettent déjà d'avoir un déclic et de limiter ses consommations, c'est de mesurer et suivre ses consommations d'eau et finalement de connaître ses principaux postes de consommation. Ensuite, de limiter la consommation en eau par un entretien régulier des installations, alors que ce soit par rapport aux fuites, de faire attention aux fuites, mais aussi pour faire des arrosages optimisés ou d'utiliser des matériaux, en tout cas, qui permettent de limiter l'arrosage. Et enfin, pour aller au bout du cycle, de mener également une réflexion sur les eaux de pluie et les eaux rejetées. Voilà, notamment la récupération des eaux de pluie, on en a parlé, et le traitement des eaux usées. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre disposition maintenant ou à la fin de l'ensemble des présentations. Merci beaucoup, Charlotte. Je vois que pour le moment, on n'a pas de questions. Donc, si toutefois certaines personnes veulent poser une question, n'hésitez pas. Juste une question. C'est combien? De quoi? Combien ça coûte? Le label Écuresse ou… Non, pas le label, toutes ces solutions. Quand on parle de récupération d'eau, j'ai bien vu un bassin de 1500 mètres cubes enterré tout pour économiser 1500 mètres cubes. Combien ça coûte et l'amortissement, c'est tout. Alors, j'ai les calculs, on va peut-être pas… Enfin, là, je ne les ai pas en tête, mais je les ai puisqu'on avait travaillé avec une entreprise qui fait justement de la récupération d'eau. Ça, à la limite, je pourrais peut-être les transférer plus après, Stéphanie, mais en tout cas, on a les calculs. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un investissement, mais ça peut être, en fonction de ses consommations, ça peut être rapidement amorti. Là, l'exemple que je vous donne, en 6 ans, c'était amorti derrière et largement amorti, puisqu'aujourd'hui, ils ont fait aujourd'hui, ils ont des réductions de consommation d'eau et d'argent liées à ces consommations d'eau qui sont énormes, en fait. Mais là, je n'ai pas les chiffres exacts de combien coûte une citerne de temps. Non, mais ce n'est pas que la citerne, c'est toute l'installation, tout ce qui va avec. Oui, mais on l'a La chiffré, récupération, etc., la distribution derrière. Voilà, c'est tout ça. Parce que ça se résume à ça. Hein. Malheureusement, l'eau, c'est à la fois cher et pas cher. Hein. Ici, on est très cher en eau de la ville, on est à 3 € du mètre cube, mais partout ailleurs, en agricole, on est beaucoup moins cher que ça. Donc, bien sur l'idée, je suis d'accord, sur l'éthique, on est d'accord. Mais après, on est terre à terre, nous. Hein. C'est combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Et on vous transférera les chiffres, je les ai. Voilà,
C'est la base. Merci Charlotte. Le reste, ça reste des idées. C'est comme, excusez-moi, on avait déjà eu un truc comme ça. On nous avait proposé d'aller faire nos besoins sur le tas de fumier pour ne pas consommer d'eau. Les toilettes sèches, j'en ai chez moi, effectivement, mais ce n'est pas simple à gérer non plus. Donc, on préfère des bonnes toilettes bien classiques. Ok, Les merci. toilettes sèches, c'est bon si on ne peut pas faire autre chose, quoi, voilà. Oui, effectivement, Charlotte, la question qui a été posée, c'est aussi l'amortissement pour l'organisateur de compétition se fait au bout de combien de temps, mais je crois que vous aviez répondu entre-temps. Ouais. Celui-là, c'était au bout de 7 ans, il avait complètement amorti et pourtant, c'était enfin voilà, c'est vraiment un système très important avec plusieurs carrières, le drainage de toutes les carrières. Et au bout de 7 ans, il avait complètement amorti et aujourd'hui, il ne pourrait pas faire ça. De toute façon, vu la quantité d'arrosage qu'il y a besoin. Mais pour les chiffres autres que cet exemple-là, oui, je pourrais les transférer sans problème. Ok, ça marche. Okay, donc Robert, je te ferai passer les infos. Est-ce qu'on peut passer la main à… Du coup, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Si d'autres personnes arrivent plus tard, il n'y a pas de souci, on essaiera de prendre le temps. Je souhaite donc passer la main sur un zoom sur à la fois les équipements et sur les surfaces d'entraînement, l'arrosage en particulier, mais pas que. Victoria, est-ce que je peux vous laisser prendre la main? Oui, tout de suite. Est-ce que vous voyez tous du coup bien le diapo? Super. Donc, dans un premier temps, je me présente. Je suis Victoria Bonnet. Je suis technico-commerciale spécialisée en aménagement de sol équestre et en confort équestre chez Ecovégétal depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, moi, je vais vous parler de la gestion de l'eau en rapport avec la stabilisation des sols équestres en général. Donc, pour se remettre un petit peu dans le contexte, quelques images un peu pour illustrer les phénomènes qu'on peut rencontrer. On va dire qu'on a 2 grosses périodes à gérer en ce moment. Donc, c'est soit les grosses périodes humides, donc avec beaucoup de pluie, des sols saturés en eau, ou alors des périodes de forte sécheresse. Le but, donc là, avec cette présentation, ça va être de vous expliquer comment gérer et l'excédent d'eau et comment gérer le manque d'eau pour vos sols. Donc, la base de la gestion de l'eau, là, vous avez un petit schéma sur la gauche qui vous explique. Donc, la gestion de l'eau, c'est les phénomènes pluvieux, l'infiltration des eaux de pluie dans vos sols, donc l'infiltration sur des sols perméables, forcément avec du drainage, et aussi l'évapotranspiration et la transpiration de l'eau par le dessus. Donc ça, c'est sur des sols stabilisés perméables. Après, forcément, quand on est sur des sols imperméables, bien sûr, l'eau reste stockée en surface et c'est là qu'on rencontre des problèmes. Notre but, c'est de mettre en place des types de sols drainants perméables, donc avec tous les paramètres que vous voyez sur le côté. Donc un drainage performant, de la portance malgré tout, du confort et de l'hygiène pour nos chevaux, des systèmes avec de pause rapide, une certaine résistance aux UV et au gel pour tout ce qui va être en surface, et bien sûr de la sécurité pour vos chevaux avec des systèmes qui sont brevetés et sécurisés pour leur mise en place. Donc, pour faire le point sur ces systèmes, je vous présente la dalle EcoRaster que l'on utilise sur tout type de projet, vraiment que ce soit de la stabilisation de sol de paddock, de pâture ou de sol de travail, même pour des sols intérieurs. Donc là, en l'occurrence, pour l'infiltration des eaux pluviales, on est sur une dalle de stabilisation drainante, où vous retrouvez donc tous les critères recyclés et recyclables, brevetés avec un système d'attache sécurisé, donc pour empêcher aux surfaces de se soulever, que nos amis chevaux viennent les chercher ou autres. Et donc, ce sont des dalles qui vont venir s'adapter à tout type de sol. On est sur un produit qui est garanti 20 ans. Donc voilà, le but étant de poser des sols facilement et durables dans le temps. Donc, quand je parle d'une dalle qui s'adapte à tout type de sol, vous allez voir derrière pourquoi. On retrouve donc des dalles pour gérer l'infiltration des eaux de pluie, mais aussi pour gérer tout ce qui est la partie stockage et rétention d'eau. Donc là, notre but, c'est ce que je vous disais sur la première slide, c'est de gérer et l'excédent et le manque d'eau. Cette dalle peut répondre à ce besoin. Donc sur des sols de carrière, par exemple, on vient l'installer sur une fondation très minime en fonction des projets, après une étude de projet et de sol, bien sûr.
où là, donc, on va retrouver des réserves d'eau inclus dans la dalle qui vont permettre de maintenir une humidité plus longue dans vos sols par effet de capillarité. C'est-à-dire que l'excédent d'eau est drainé, les réserves d'eau vont venir se remplir. Une fois votre sol trop sec par effet de capillarité, on va revenir humidifier votre sol. Et après, on a un autre critère aussi sur le stockage d'eau et la rétention d'eau dont Charlotte a parlé dans sa partie, c'est la fibre. La fibre, donc, on peut venir ajouter à votre sable pour créer une rétention d'eau supplémentaire. Donc là, avec ce type de dalle-là, par exemple, on a un combo assez sympathique pour pouvoir vous apporter donc, des économies et de la gestion d'eau sans forcément brancher d'arrosage, par exemple, sur vos sols de travail. Derrière, pour parler toujours gestion de l'eau et économie, donc on retrouve les cuves enterrées, les citernes enterrées, dont on a déjà parlé dans la première partie. Donc là, pour le coup, voilà, c'est à relier sur des systèmes d'arrosage. Ça, pour le coup, il y aura une autre présentation en deuxième partie de ce webinaire. Mais ça, c'est une possibilité pour faire des économies d'eau. Le point important qu'on retrouve aussi, c'est une bonne gestion de l'irrigation de vos sols. Donc, il y a plusieurs points à prendre en compte. L'économie d'eau, l'homogénéité de vos sols et donc le confort pour vos chevaux et des sols praticables en toute saison. Ce qui n'est pas forcément possible en fonction des installations. Il faut pouvoir s'adapter et mettre en place les bons systèmes pour répondre aux besoins. Donc, en fonction des systèmes, on retrouve plusieurs types. Par exemple, la subirrigation, donc l'irrigation par le sol par capillarité. L'arrosage par aspersion, donc les canons d'arrosage que vous pouvez retrouver en extérieur ou même en intérieur. Les citernes tractées. Ça, c'est un système d'arrosage souvent utilisé quand il n'y a pas d'arrosage automatique sur vos sols. Et donc, les brumisateurs aussi, qu'on retrouve ça souvent en sol intérieur pour vos manèges. On va retrouver aussi des types d'arrosage, on va dire, déplaçables, de style tourniquet ou autre, qu'on peut retrouver sur certaines écuries. Pour moi, un arrosage peut être bien pensé et performant s'il est bien posé et adapté à la structure. Nous, pour le coup, on s'est vraiment spécialisé sur un type d'arrosage qui s'appelle hydrogramme. Donc, on est sur un arrosage en subirrigation, donc un arrosage par le sol, sur une base toujours de dalles stabilisatrices, drainantes, sans imperméabiliser les sols. Donc, on garde toujours un drainage et donc ce point de gestion de l'eau, de l'excédent d'eau, mais aussi donc, de gestion du manque d'eau par un arrosage en goutte à goutte. Donc, ce sont des tuyaux qui sont insérés dans ces dalles de stabilisation et donc qui viennent amener un maintien d'humidité par le sol. Donc, avec ce genre de système, on voit une économie d'eau qui peut aller jusqu'à 50%. Pas d'évaporation du coup par le dessus de votre sol, étant donné qu'on arrose en subirrigation. Moins de gaspillage, une homogénéité du sol, du fait que l'eau soit bien répartie sur toute la surface de travail. Et une utilisation de la carrière aussi pendant l'arrosage. C'est-à-dire que vous pouvez arroser vos sols et donc gérer votre eau pendant la journée, en même temps que vous travaillez vos chevaux, étant donné qu'il n'y a aucun risque pour vous et vos chevaux pendant que vous travaillez. Voilà pour moi. J'ai fait à peu près le tour sur ce qu'on pouvait vous proposer. Merci pour votre écoute. Et puis, je reste à disposition également pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Victoria. Alors. J'ai vu qu'on avait des petites questions. Je peux poser une question ? Oui, vas-y, Pierre. Alors, je n'ai pas très bien compris la fin de l'exposé. La solution hydroground avec le tuyau perforé, c'est une solution qui se fait indépendamment, qui n'a rien à voir avec les dalles qui nous ont été présentées au début, ou ça marche ensemble ? Alors, non, en effet, ce sont deux solutions différentes. La dalle de stabilisation de l'hydrogramme est complètement différente de la dalle EcoRaster. On n'est pas du tout sur le même format de dalle. La dalle de stabilisation EcoRaster, on est sur une dalle en polyéthylène basse densité, alors que la dalle qui vient accueillir le système d'arrosage hydrogramme, on est sur une dalle en PVC. Drainante toujours, mais une dalle PVC. D'accord. Et dans le cas des dalles empliquables, la couche de sable au-dessus, elle doit être de quelle épaisseur? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas que les sabots du cheval entrent en contact avec ces dalles quand même.
Sinon, Oui. elles vont soit s'endommager, ou alors si elles sont dures, elles vont blesser les chevaux, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Alors, sur les sols de travail, en effet, il faut une couche praticable au-dessus de la dalle. Donc, par exemple, sur une dalle de 3 cm de hauteur, on va compter 3 cm de remplissage de dalle plus 10 à 12 cm de couche praticable au-dessus, sur vos sols de travail. Ce sera différent la mise en place, par exemple, d'un sol de travail à un sol de paddock ou de terrasse de boxe, où là, on pourra adapter la hauteur de sable vraiment aux besoins et aux envies du client. Mais sur un sol de travail, oui, c'est une couche praticable classique, hein, comme sur tout type de sol. D'accord. Et ma dernière question, je vais devancer Robert Léré qui va vous la poser. Ça coûte combien au mètre carré le système de dalle? Alors, tout dépend de la dalle qu'on va poser. On est sur des tarifs qui sont dégressifs en fonction des quantités. Mais il faut compter entre 12 et 16 euros du mètre carré hors taxe, hors livraison, pour la dalle EcoRaster. Sur le système de subirrigation, après, on est un peu plus cher parce qu'on est sur un système un peu plus complet, du coup. Merci. Je vous en prie. Très bien. Non, je voulais juste rajouter quelque chose à Pierre. Là, je ne parle pas d'économie parce qu'on est dans un principe de confort, donc c'est à chacun d'estimer ce que ça peut valoir. Par contre, je suis très convaincu, bien que ce soit plus cher, par le système du goutte à goutte, parce que je suis moi-même un ancien spécialiste du goutte à goutte et je connais les capacités d'humidification des sols par ce système-là. Voilà. Maintenant, effectivement, le prix reste quand même un obstacle. Voilà. Alors après, il faut voir aussi le prix, on en parle là à l'instant T forcément, mais il faut voir des projets sur la durabilité aussi. Nous, nos buts, c'est de mettre en place des projets sans forcément avoir besoin à y revenir dans les années, enfin voilà, dans les 2, 3, 4, 5 ans. Donc, il faut voir aussi la rentabilité de l'investissement en fonction des solutions qui sont posées. Oui, non, mais c'est pas une critique, c'est que c'est à chacun Oui, bien de sûr. voir de ce côté. Dans l'autre cas, c'est une question d'économie, de rentabilité, c'est plus la même chose. Hein, puisque l'eau a un prix, on la jette ou on ne la jette pas, on gagne de l'argent, on n'en gagne pas, c'est tout. Là, on n'est plus dans le même registre. C'est à chacun de voir son intérêt. Voilà, c'est tout. Alors, on va poursuivre du coup dans la découverte des surfaces notamment. On va passer la main à Marie-Laure Guénaud qui va aussi nous parler de ses propositions. Ok, alors je vais partager mon écran. Hop, c'est mon tour. Voilà, est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, donc moi, je suis ici pour vous parler de ces sols équestres végétaux dont on parle relativement souvent dans certains milieux, voilà, pour vous parler de l'expérience qu'on a commencé à mener avec deux de mes associés. Voilà, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses. Donc, de quoi est-ce que on parle, en l'occurrence, quand on parle de sols et cases végétaux? Euh, on parle donc d'espace de travail. Donc c'est valable pour des carrières, pour des rondes longes ou des rondes à brincourt évidemment, éventuellement pour des manèges, c'est-à-dire des surfaces couvertes, pour des pistes de galop, pour des choses comme ça, enfin toute surface de travail. La façon dont on va mettre en œuvre les matières va être différente en fonction de si le sol est couvert ou pas, tout simplement parce qu'on est sur des sols vivants. Et que comme on est sur des sols vivants, ça ne va pas réagir de la même façon quand il y a une toiture au-dessus ou pas. Donc c'est vraiment la mise en œuvre qui va être différente, mais dans l'absolu, à peu près tout est possible. C'est des sols de travail qui sont constitués de matières organiques végétales. Donc concrètement, c'est du broyat de bois. C'est du broyat de différentes essences de bois. Il y a plusieurs entreprises qui font ça en France, il y en a aussi à l'étranger. On est 1, 2, 3, 4, 5 en France au moins à faire ça. Donc on utilise tous des techniques différentes avec des essences différentes, ce qui implique un cahier des charges légèrement différent. Donc chacun avec notre, nos
notre matière de départ et notre volonté de départ, on a mis en place un cahier des charges différent. Mais voilà, concrètement, c'est du broyat de bois. L'idée, c'est d'essayer de proposer des sols de travail qui soient utilisables pour tout type de discipline, toute l'année et par tout type de temps, c'est-à-dire même quand il pleut, même quand il fait sec, même quand il y a du vent, même quand ça gèle, etc. etc. Que les sols restent praticables voilà, en toutes circonstances. On n'a pas essayé sous la neige encore, voilà. Mais sinon, pour le reste, on a fait les gros Mistral, on a fait les grosses pluies, on a fait les choses comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un sol de carrière qui présente toutes les qualités d'un sol de carrière classique, c'est-à-dire qu'il soit à la fois suffisamment souple pour permettre un amorti confortable pour le cheval, et puis qu'il y ait du grip, et puis qu'il ne soit pas trop profond, et puis donc qu'il ne soit pas glissant, etc. etc. Type de sol auquel on a envie d'ajouter quelques qualités supplémentaires qui ne sont pas forcément des qualités d'un point de vue sportif, mais qui sont plutôt des qualités d'un point de vue environnementale, on va dire, ou ce genre de choses, et puis économique aussi, finalement. C'est-à-dire que c'est des sols qui présentent déjà l'intérêt de ne demander quasiment aucun entretien. Les sols végétaux, c'est des sols qu'on n'arrose pas. Donc, c'est même pas de la subirrigation où on fait déjà des économies d'eau, c'est juste pas d'arrosage du tout. Donc là, en termes d'économie d'eau, autant l'investissement de départ, selon la méthode utilisée, n'est pas forcément moindre qu'une bonne carrière en sable, ou en sable fibré, ou en sable avec subirrigation, autant après, vous avez plus de frais d'arrosage. C'est des carrières qu'on va herser pas ou peu, donc aussi peu de passage de tracteur. C'est des carrières même qui vont, comme c'est un sol vivant, c'est des carrières sur lesquelles, à part pour des critères esthétiques, on n'est même pas tenu de ramasser les crottins, en fait. Donc on a vraiment très, 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 très peu d'entretien et donc très peu de temps homme et très peu de carburant utilisé pour le tracteur, etc. etc. C'est vraiment l'idée. Et cette ressource en eau qui est vraiment préservée le plus possible pour en faire d'autres usages que d'arroser une surface de travail, voire de loisir. Ce sont aussi des carrières qui, pour certaines, pas toutes, mais en tout cas dans la plupart des cas, nécessitent moins de terrassement de sol, voire pas de terrassement de sol selon les méthodes utilisées par les différentes entreprises qui font des carrières végétales. Donc on ne va pas modifier la nature du sol. Ça, c'est alors du point de vue du cheval, c'est pas forcément quelque chose qui va être passionnant pour les cavaliers. Par contre, du point de vue agronomique, parce que quand on a une structure équestre, on est aussi agriculteur, on a un sol qui va garder ses qualités écologiques et ses qualités agronomiques. C'est-à-dire que le jour où on arrête le centre équestre, où on a envie de déplacer la carrière, ou que sais-je, ou par exemple, on a rencontré quelqu'un qui voulait faire une alternance entre sol de travail et sol de maraîchage, par exemple, elle peut très bien arrêter d'utiliser son sol de carrière en tant que tel, et puis quelques temps plus tard, elle retrouve un sol tout à fait utilisable pour faire du maraîchage. On n'a pas modifié la nature du sol, on n'a pas rajouté de gravier, de choses comme ça, de géotextile, de matières synthétiques, de fibres, de caoutchouc, ou de choses comme ça. On a ramené que de la matière organique végétale. On ne change pas la nature du sol. On a même plutôt tendance en général à rajouter, à aggrader le sol, comme on appelle ça, c'est-à-dire à ramener des structures, de la vie, etc. dans le sol. C'est des sols qui ne font pas de poussière. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas besoin de les arroser. Ils absorbent assez vite l'eau, donc ils ne font pas de flaques. Ils ne prennent pas le gel. La matière ne se lessive pas dans l'environnement, donc on ne se retrouve pas avec de la matière qui s'envole ou qui déborde sur les côtés. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on se lance dans ce type d'aventure du sol végétal, c'est pour éviter d'avoir ce type de désagrément. Pour ce qui concerne la mise en place, donc ça va consister à utiliser des essences de bois qui sont adaptées, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel bois, sinon ça ne va pas marcher. D'ailleurs, il y a pas mal d'expériences qui ont été menées, qui ont été assez infructueuses en la matière. Donc, on a envie d'avoir un sol qui nous serve à pratiquer des disciplines de sport ou de loisirs, donc avec un certain cahier des charges d'amorti, de souplesse, de grip, etc. etc. Et on va adapter le type d'essence qu'on va utiliser, notamment aux conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire à la nature du sol, à son fonctionnement, à la pluviométrie qu'on a dans la région, à l'ensoleillement qu'on a dans la région, le niveau de sécheresse, etc. C'est-à-dire que typiquement, là je parle de mon
entreprises en l'occurrence, mais je sais que les autres, on adapte toujours d'une manière ou d'une autre le produit à ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait tous. On va modifier le mélange d'essence qu'on va utiliser en fonction des conditions pédoclimatiques de l'endroit où on va installer la carrière, par exemple. Et puis, finalement, le seul entretien qu'on a, c'est que tous les X années, le but du jeu étant que ce soit le moins souvent possible, évidemment, on va rajouter un petit peu de matière au fil de la décomposition. Donc en général, on va en remettre au bout d'un an pour être à peu près sûr, on va en remettre un petit peu. Et puis en fait, plus le temps passe, plus on arrive à stabiliser l'état de décomposition relative du sol, de manière à ce qu'il ait toutes les qualités qu'on cherche pour un sol équestre, c'est-à-dire cette tenue, cette colonisation par la fange qui va faire que le sol forme une espèce de semelle qui se tient, sans avoir, voilà, et ramener juste ce qu'il faut de matière pour que ça ne finisse pas de se décomposer en fait, et que ça ne se transforme pas en bourbier. Donc en fait, on va essayer de faire en sorte de garder cette étape intermédiaire pour finir ni avec un bourbier, ni avec une prairie non plus, puisque ce n'est pas le but en l'occurrence, donc on a envie d'en faire un sol équestre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Donc voilà, on me demande souvent, donc oui d'accord, mais quelle matière, quelle épaisseur, quelle préparation du sol, et cetera, et cetera. Donc ça va dépendre. Il y a plusieurs entreprises qui font ça avec des façons différentes de le faire. En général, on va choisir des essences de bois qui ont certaines propriétés par rapport à la décomposition, justement, qui vont se décomposer un petit peu, mais pas trop vite. Et on va pouvoir faire des mélanges aussi en fonction de ce qu'on veut faire. On n'utilise pas tous les mêmes. Donc, Buxor utilise du buis, nous, on utilise autre chose. Arbre à sol ou Elliott Sol va utiliser encore autre chose, etc. Plusieurs entreprises différentes qui utilisent des essences de bois différentes. On va utiliser un mode de broyage qui va être adapté. Pareil, on ne le fait pas tous de la même façon, mais pour avoir de la matière qui soit ni des copeaux, ni forcément des plaquettes, ni du BRF, ni ce genre de choses. On ne fait pas du BRF parce que le BRF, c'est pour faire du maraîchage. Nous, on fait du broyat de bois pour faire des sols équestres. Donc, en fait, les qualités recherchées ne sont pas les mêmes. Donc, on ne va pas utiliser ni les mêmes essences, ni de la même façon. On ne va pas broyer de la même façon. Et puis, la préparation du sol, en général, au-delà du nivellement, pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, à Sol Solutions, au-delà du nivellement, on ne demande rien, en fait. Moins on touche le sol, mieux ça fonctionne. En fait, ce qui va conditionner le fonctionnement, ça va être l'épaisseur de matière qu'on va rajouter. Ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise à laquelle vous pouvez faire appel. Mais voilà, grosso modo, on travaille beaucoup sur l'épaisseur de matière pour éviter d'avoir à transformer la nature du sol. Ça fait des économies aussi de terrassement, hein, voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme stabilisation de paddock ou d'écurie active? Alors non, justement, parce que c'est pas du compost forestier, c'est pas du BRF, c'est pas des choses comme ça, c'est pas fait pour être utilisé en tant que litière. Je sais que mon associée serait pas forcément d'accord avec moi parce qu'elle a envie d'essayer. Mais voilà, c'est pas des sols qui sont faits pour recevoir des urines. Autant quelques crottins pour un espace de travail, c'est pas un problème, quelques urines de temps en temps, c'est pas un problème, mais c'est pas des sols qui sont faits pour encaisser beaucoup de crottins, beaucoup d'urine. C'est pas la même chose, c'est pas le même cahier des charges. Comment ça évolue dans le temps? Donc c'est comme je le disais depuis le début, c'est un sol qui est vivant. Donc, comme tous les éléments vivants, l'évolution, ben, ça dépend des individus. Ça va être pareil pour les sols équestres. L'idée, c'est justement que c'est un sol qui va se décomposer progressivement et que nous, on va jouer avec les caractéristiques de cette décomposition du bois qu'on a choisi pour faire en sorte d'avoir un sol avec les propriétés qui nous intéressent pour faire des pratiques équestres. Et c'est le fait de maintenir le sol dans cet état intermédiaire de décomposition, pas complètement fini, pas complètement, voilà, état de décomposition intermédiaire, qui va faire qu'on va avoir les qualités d'un sol équestre qui deviennent vraiment intéressantes. C'est ce qu'on fait nous chez Sol Solutions, c'est pas forcément ce que font d'autres entreprises qui font ce choix des sols végétaux, mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. C'est un petit peu la même image que quand on veut entretenir des prairies pour des chevaux, tout simplement. En fait, on entretient un écosystème de manière à ce qu'il reste dans un état intermédiaire et qu'il ne puisse jamais se refermer pour devenir une forêt. Alors que si on le laisse faire tout seul, l'écosystème, il va petit à petit se refermer et se transformer en forêt. Mais nous, on va garder un état intermédiaire qui est celui de prairie parce qu'on veut des prairies. Pour un sol de carrière, on fait pareil. On va garder un état intermédiaire de décomposition pour avoir juste les qualités qu'il nous faut.
pour avoir voilà, un sol intéressant pour les pratiques équestres. Est-ce qu'il y a des risques de blessures? A priori, non, j'en ai jamais entendu parler. Se pose la question de quand vous partez balader avec vos chevaux, par exemple, en forêt, est-ce que vous avez peur qu'ils se blessent en marchant sur un bout de bois? C'est un petit peu le même genre de choses, en fait. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de morceaux, on n'utilise pas des essences épineuses, on n'utilise pas des choses comme ça, donc il n'y a pas de risque de blessure a priori, malgré le fait que la question se pose assez souvent. Pour quelle discipline est-ce qu'on peut utiliser ça? J'ai envie de dire a priori toutes. On a eu des questions pour des Là, récemment, on a eu la question pour une pratique en attelage, avec de l'attelage à 4. Donc ça fait des très, très grandes surfaces et il faut qu'on y réfléchisse un petit peu plus et cetera. Mais pourquoi pas? Ça, on ne s'est pas encore penché sur la question. Après, notamment, la toute première carrière qu'on a installée est utilisée par une cavalière, de CSO, qui fait de la compétition, nationale, de CSO. Donc c'est sa carrière personnelle, hein, donc c'est pas une carrière gigantesque, mais c'est sa carrière de travail chez elle qu'elle utilise quotidiennement et sur laquelle elle saute régulièrement pour s'entraîner. Alors que souvent sur ces carrières végétales, on a tendance à dire que la limite, c'est le CSO. Là, pour l'instant, nous, on n'a pas encore trouvé cette limite-là. Voilà, on espère que ça continuera comme ça. Et je vous ai mis quelques illustrations, voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, nous, c'est vraiment pas de la plaquette, ça, c'est nos sols à nous, hein. C'est vraiment pas de la plaquette, c'est un broyeur qu'on a customisé, en fait, pour obtenir le broyage qu'on utilise, de manière à ce que les fibres aient des formes et des tailles différentes pour que ça se tienne, en fait, petit à petit et que ça forme cette espèce de semelle qui a les qualités physiques dont on a besoin pour assumer la biomécanique du cheval par-dessus. Donc voilà, au niveau de l'amorti, ça donne ce genre de choses. Vous voyez, le cheval ne s'enfonce pas énormément et en même temps, il y a suffisamment d'amorti pour qu'il ne risque rien au niveau des tendons, etc. Alors ça, je vais essayer de le faire. Voilà, ça, c'est une petite vidéo trop pour montrer un petit peu le déplacement de matière, ce que ça peut faire, etc. Donc voilà, vous montrer ce que ça donne. On n'a pas le. On ne la pas le- voit pas. Ah, Ouais. vous n'avez pas la vidéo? Ah non! Moi, je la Là, vois. il n'y a rien qui bouge en fait. Catastrophe, il n'y a rien qui bouge. Bon, alors attendez, je vous passe les vidéos plus vite. Alors là, vous ne voyez pas non plus? En fait, on a l'écran. Page d'accueil. Ouais, sol équestre végétaux. C'était bloqué là-dessus en fait. Vous n'avez pas vu une seule diapositive? Non. C'est pas vrai. D'accord. Alors, mais pourtant tout à l'heure, ça défilait quand on avait fait l'essai. Bah, il me semble, effectivement. Alors, comment je pourrais faire Peut-être ça? arrêter le partage et puis le Ouais, relancer ouais, pour ouais. voir si c'est ça Ouais, qui c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Alors, mais en attendant, il faudrait que je remonte passe là. à notre doc. Alors, toc, on va la faire comme ça. Je reviens sur Zoom, je refais partager l'écran. Alors, si je fais ça, donc vous n'avez vu aucune de mes slides, c'est super. Alors, là, vous voyez. Là, il se passe quelque chose. On le voit, ouais. Là, vous voyez une image qui ne bouge pas, on est d'accord? Oui. Est-ce que là, vous la voyez bouger? Non. Non, d'accord. Bon, alors, on va la faire différemment. Comment je pourrais faire? Si je fais comme ça. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai les petites. Voilà. Toc, 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 toc. Non, c'est pas là, c'est ça. Normalement, si je fais. Non, c'est pas là. C'est comment? Voilà, ça devrait marcher comme ça. Là, est-ce que vous la voyez? Ça bouge. Ça C'est bouge! un peu saccadé, donc je pense que c'est une question de connexion aussi. Ouais. Là. Donc là, j'ai une vidéo trop. Ah là là, mais je suis déçue que vous n'ayez rien vu avant, en fait. Bon, alors, je reprends rapidement les photos. Donc ça, c'était les premières photos, voilà, pour vous montrer le reste, c'était que du texte et du blabla. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer le type de sol qu'on a, voilà, et la profondeur que ça peut avoir quand un cheval est en déplacement dessus. Donc ça, c'est le trot, vous l'avez vu. Ça, c'est le galop. Voilà, ça donne ça. Donc il n'y a pas énormément de matière qui soulève non plus. Voilà, la carrière n'est pas très grande, elle prend des virages. C'est une carrière personnelle, hein, donc elle y travaille régulièrement, mais c'est pas une 80 par 60. Hein. Mais donc voilà, elle n'a aucun souci avec ça. Donc là, j'ai mis des petites photos à l'obstacle, donc pour voir un petit peu justement ce que ça peut représenter au niveau du déplacement de matière.
Donc voilà, une fois que le cheval est parti, puis je l'ai fait en vidéo aussi pour voir la réception, pour voir justement à quel point le sol ne bouge pas, il ne s'enfonce pas. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand la cavalière a fini sa séance, elle n'a pas besoin de remettre son sol à plat, par exemple. Même quand elle fait une séance de longe, où elle découpe sa carrière avec des petits piquets plastiques et puis qu'elle fait sa séance de longe traditionnelle, toujours au même endroit, elle n'a pas besoin ça creuse pas de sillon dans le sol de la carrière, quoi. C'est vraiment des sols qui, une fois qu'ils sont implantés correctement, ont quasiment pas besoin d'entretien pour ce genre de choses. Voilà. Mais écoutez, j'ai beaucoup parlé. On n'a pas encore de site internet ou de choses comme ça pour la société, donc qui s'appellera Sol Solutions. Donc je vous ai mis mes coordonnées, les coordonnées de mon entreprise à moi, par lesquelles vous pouvez me contacter pour me demander des informations à ce propos si vous êtes intéressés. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je suis navrée pour le diaporama qui n'a pas fonctionné. Voilà, je vous écoute pour vos questions si vous en avez. Alors, il y a une petite question déjà écrite sur la partie discussion. A-t-on des retours d'expérience à long terme de la mise en place de ce type de sol? Et est-ce que les personnes ayant choisi d'opter pour cette solution sont satisfaits à long terme? Propriété, utilisation. Alors, pour mon entreprise à moi, je ne peux pas vous dire, par contre, puisqu'elle est toute récente. Par contre, on n'est pas les premiers à le faire. Donc je pense que le mieux à faire, c'est de poser la question aux entreprises qui le font depuis plusieurs dizaines d'années. C'est eux qui vous répondront le mieux. A priori, les gens sont plutôt contents, ouais. Moi, j'en ai vu quelques-unes des carrières végétales qui ont été faites par d'autres entreprises et qui étaient anciennes et qui étaient en bon état, qui vieillissent bien, et cetera, dès lors qu'on a compris le système de l'entretien. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on sait comment l'entretenir et du coup, ça marche assez bien et ça tient assez bien dans le temps. Oui. Si on utilise une essence de bois adaptée, qu'on renouvelle quand il faut, etc. etc. D'autres questions? Pas d'autres Il y a questions une par autre... écrit. Si, j'ai une autre question. Alors, Combien ça coûte? non, cette alternative est intéressante, mais elle suppose une gestion écologique et raisonnée des structures arbustives utilisées pour le broyage. Oui, tout à fait. Peut-être est-ce une obligation réglementaire en lien avec la pratique du broyage? Bon. Alors, je peux parler de ma situation encore. Pour le bois qu'on utilise, justement, on en a pas mal. Alors, l'entreprise est basée dans la Drôme. C'est du bois qu'on récupère là-bas. Et en fait, on a beaucoup travaillé justement, notamment avec la filière cheval de la Drôme. Et aussi avec toute la région Aura, pour justement essayer de se mettre en contact avec la filière bois notamment. Et nous, le bois qu'on utilise, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un coproduit, c'est-à-dire que c'est un bois qui d'habitude n'est pas réutilisé, et qui ne se sert plus, dont on ne sait pas quoi faire en fait une fois qu'on a fini de l'utiliser. Donc voilà, nous, on réutilise quelque chose qui fait partie de la catégorie d'éco-produits, qui n'a pas de label bio. Enfin, il y en a certains qui peuvent. Alors, j'ai pas le droit de vous dire de quoi il s'agit précisément parce qu'on est en train de breveter le, le truc. Donc voilà. Mais voilà, on n'a pas de label bio à proprement parler parce que tous les producteurs susceptibles de nous fournir de la matière ne sont pas forcément bio. Par contre, ce sont des bois qui reçoivent assez peu de produits chimiques. Donc, parce qu'au niveau de la dégradation, c'est important aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont stockées dans le bois. Après, ça dépend beaucoup, c'est-à-dire que, par exemple, je sais que Buxor, alors eux, ils utilisent du buis, et en fait, ils utilisent le buis qui broie pour nettoyer leurs espaces, en fait. Qui broie ensuite et qui propose de réutiliser pour faire des sols équestres. Il ne s'agit pas de faire pousser des forêts pour tout simplement de broyer le bois et en faire des carrières, sinon ça n'aurait pas de sens, hein. On est bien d'accord là-dessus. Après, pour l'instant, il n'y a pas de législation à ce propos, mais effectivement, il me semble que toutes les entreprises qui proposent ce genre de choses sont dans une démarche plutôt cohérente du point de vue de la ressource bois justement et du fait qu'on ne va pas utiliser n'importe quoi. On va essayer de réutiliser quelque chose en profitant des propriétés de ces bois-là qui ne seraient pas réutilisés par ailleurs.
Juste une petite question, Oui. alors j'ai une question et puis des petites remarques. La tenue déjà sur du sol en pente, parce que c'est un matériau a priori léger, on va dire. Et Ouais, ensuite, ouais. ensuite, on est bien conscient que chaque entreprise, que ce soit vous ou Buxor, vous utilisez la ressource locale. Ce qui veut dire que je vais en revenir au prix, hein, c'est ma marotte, vous avez Mais compris. allez-y. C'est que vous êtes dans la Drôme, forcément, il va y avoir un coût de transport important. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager, je ne sais pas, d'avoir une machine qui broie une ressource locale pour éviter justement Alors, un coût de transport comme ça? ce serait idéal. On est bien, Ce serait idéal. on est bien conscient que dans tous Oui. les cas, de toute façon, c'est du bois, non pas de récupération, mais c'est du bois de déchets a priori, Mmh. et qu'on utilise localement, quoi, pour que Ouais, ça soit c'est vraiment rentable. alors la formule qu'on utilise serait pas, on pourrait pas se la procurer sur toute la surface de la France, mais sur quand même une certaine partie, je pense et après justement avec des petites adaptations locales, mais bon, en général, je pars du principe qu'on peut arriver à trouver la ressource dont on a besoin localement. Donc c'est vrai qu'idéalement, ce serait super. Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Le truc, c'est que dans l'immédiat, ça nous revient moins cher de déplacer la matière, déjà broyée que de déplacer le broyeur. Parce que c'est un broyeur customisé qu'on a, comme je le disais précédemment, et qui conditionne pas mal de choses pour le résultat qu'on propose. Donc effectivement, dans la mesure où ça revient moins cher de déplacer la matière, en plus on est en train d'étudier une autre solution pour que ça revienne encore moins cher, pour plus avoir besoin de passer par des semi-remorques en fait. Donc voilà, on essaye de faire en sorte de progresser pour avoir un coût écologique le plus faible possible. C'est vrai qu'après, idéalement, si on pouvait utiliser la ressource locale, ce serait, pour moi, ce serait génial. Mais voilà, ça va demander un petit peu de développement et pas mal de recherche et développement aussi. En fait, on a un bon volet recherche et développement, justement, pour lesquels on veut chercher un petit peu des fonds aussi. Justement, parce qu'on dit toujours que ces sols, c'est des sols vivants, que c'est intéressant, qu'on agrade le sol, qu'on ajoute des qualités, etc. Moi, dans cette aventure-là, j'aimerais beaucoup prendre le temps de mesurer justement précisément est-ce qu'elle augmente vraiment cette vie dans le sol, de quelle façon, qu'est-ce qu'on gagne comme qualité, etc., etc. Et donc du coup pouvoir adapter, ça pourrait aider, je pense, à développer des solutions locales plus efficacement parce que justement on serait beaucoup plus précis par rapport aux conditions qui peuvent être très très différentes d'une région à l'autre en France. Sinon au niveau du prix, voilà. C'est pareil, c'est variable. Ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend, c'est que ça coûte pas plus cher qu'une bonne carrière en sable. Ça coûte souvent moins cher. Et après, il y a tout le coût de l'entretien, etc., qui est évidemment bien moindre, puisqu'on n'a plus de facture d'eau associée à l'arrosage de la carrière, notamment. Après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire, etc. C'est une solution parmi d'autres. Et par rapport à ce que vous posiez sur la question que vous posiez sur le nivellement, alors quand on a un Ruissellement, oui, le ruissellement, j'avais compris pour les sols en pente. pour les sols en pente. Alors, si c'est une question de ruissellement, non, je pense que je me poserai pas vraiment la question en ces termes-là, en fait. Plutôt en termes de niveau, justement, c'est-à-dire que sur des petites pentes, on peut rattraper avec la matière, en fait, sans trop de difficultés. Sur des pentes un petit peu plus importantes, on va demander juste un nivelage, c'est-à-dire vraiment une mise à plat, sans rajouter de gravier, de choses comme ça, etc. Mais juste une mise à plat. Ce qui se passe dès qu'on est sur des terrains un petit peu en altitude, en montagne, dans le 0,5, en Haute-Savoie, ce genre de choses, ou même dans d'autres régions qui ne sont pas forcément toutes très plates. Et puis on n'a pas tous des terrains avec des zones parfaitement plates. Mais voilà, on essaye de pas nécessiter de tout creuser, de rajouter du caillou, du gravier, du géotextile, etc., de manière à pas trop modifier le fonctionnement du sol. En fait, moins on y touche, plus c'est efficace, d'une manière générale. Excusez-moi, dernière remarque et question. Comme remarque, c'est tout, c'est que j'ai vu une carrière en Suisse qui était faite avec Oui. des plaquettes de bois Douglas. Et c'était Ouais. pas mal. C'était un peu bruyant, mais c'était sympathique. Ouais. Et l'avantage, c'est que quand il était un peu usé, il partait à la chaudière. Mmh mh. Ouais, Vous savez, pourquoi pour pas. le chauffage des installations. Ouais. Euh,
ma dernière question, c'est où est-ce qu'on trouve une installation proche d'ici, la plus proche d'ici? Alors, vous êtes où, vous? Dans le Var. Dans le Var, d'accord. Bon, moi aussi, mais malheureusement, cette entreprise est dans la Drôme. Montélimar. Montélimar, d'accord. Montélimar, ça vous fait... Vous êtes où dans le Var? Non, mais je suis des choix aussi, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, bah voilà, Montélimar. Il faut voir avec mon associée qui s'appelle Sylvie Ferrotin, si ça vous intéresse. Je vous mets en contact avec elle, vous prenez rendez-vous avec elle et elle vous fera la démonstration parce que c'est vrai que le mieux, c'est de venir voir à quoi ça ressemble effectivement. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette présentation. Merci. Alors, on va poursuivre avec la partie témoignage des centres équestres sur la récupération des eaux de pluie. Donc, je vais lancer l'écran partagé pour Aline Christiani. Aline, il faut que vous arriviez juste à réactiver votre micro sur votre téléphone. Parce que moi, je ne peux pas le faire, a priori. Alors, là... Super, je vous entends. Alors, je partage juste votre présentation et vous pouvez attaquer. Mais non. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bug. Aline, vous pouvez y aller. Oh. On ne voit pas l'écran aussi. Vous ne voyez pas ce que je présente? Non. Vous voyez rien. Un message avec écrit Creux, Provence-Alpes-Côte d'Azur a commencé le partage d'écran. C'est parfait. C'est parfait. Alors, là. Non. Toujours rien. Tout va bien. C'est bon là, on voit le diapo. Là, vous voyez le diapo. Ouais. Et pourquoi je ne peux pas lancer Ah, là, c'est bon? Parfait, vas-y. Allez, merci Aline, je vous écoute. Du centre équestre La Chenière dans le 04. Vous êtes un peu loin du micro. Ouais. On va essayer. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui. Alors, nous avons tout fait tourner le diapo. Ah, j'ai plus rien. Rien. On ne vous entend pas très bien, Aline. Est-ce que vous avez possibilité de vous éloigner de l'ordinateur, peut-être, avec le téléphone? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, donc nous avons construit un manège couvert en 2013. Pour le diapo, c'est vous qui les faites passer? Oui. En fait, on a l'écho. On a l'écho de l'ordinateur. Il faudrait fermer le son de l'ordinateur parce que sinon, je vous entends deux fois, Aline. Alors, je vais essayer. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui. Oui? Oui, c'est mieux. Alors,
Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, le centre équestre a différentes installations. Et pour la récupération des défis, ça fait un manège couvert de 66 par 20 en 2013. Donc, nous avons récupéré cette eau de pluie sur une cuve enterrée de 30 000 litres. Et on s'en sert pour l'arrosage du manège. Donc, vous m'entendez? Pas très très bien, mais parlez doucement, ça devrait aller. Ce manège a aussi un toit solaire. Et pour l'eau de pluie, donc on la récupère, on s'en sert pour l'arrosage. Mais parfois, j'ai prévu d'autres arrivées d'eau pour remplir cette cuve pour que pendant la période de sécheresse d'été, je puisse la remplir avec l'eau du canal. Voilà. Après, il y a un équipement de pompe et d'arrosage dans le manège. Ça a coupé? Non, non, tout va bien. Ah, parce que moi, je vois plus rien à l'écran. Alors, on a eu l'ennui avec les pigeons qui nous font des actions sur le toit. Et ces saletés vont dans la cuve et nous ont parfois bouché les pompes. Voilà. Alors, on a fait un système d'arrosage avec un petit ordinateur, un petit truc électronique qui nous envoie l'arrosage, une petite programmation de 15 minutes. Et les premiers arrosages jets d'eau que j'avais mis se bouchaient systématiquement avec la saleté de l'eau. Donc, on a dû changer de jet d'eau. Mais le gros problème, c'est les pigeons qui nous mettent aussi du foin et sur le toit. Et quand il y a de grosses pluies, ça mis de la foudre. Et voilà. Donc après, comme l'arrosage du manège ne peut être fait que par cette cuve, effectivement, je prévois de la remplir quand j'ai plus d'eau par l'eau du canal ou par l'eau potable en cas d'extrême urgence quand il n'y a plus du tout d'eau. Mais disons que la cuve pleine me permet d'arroser le manège 1 mois et demi. Mais après, il repleut régulièrement. Donc, en fait, je manque d'eau 3 mois dans l'été. Je ne sais pas si vous avez tout entendu. Moi, en tout cas, j'ai entendu. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai entendu. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Aline? Non, je ne crois pas. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On voit une bâche verte à côté du manège. Ça sert à quoi, là, une citerne souple?
La bâche verte m'a été imposée pour des raisons de sécurité. C'est une bâche incendie. D'accord. La cuve d'eau du manège de récupération est enterrée. Bien. En tout cas, merci beaucoup, Aline, pour malgré les difficultés de connexion. En fait, Aline a un très mauvais réseau dans le 04. Donc, du coup, c'était pour ça qu'on avait un petit peu de mal. Mais on souhaitait quand même la faire témoigner. Merci beaucoup, Aline. De rien, merci à vous. Je vais passer la main pour finir avec ce dernier témoignage avec Anouk Sevré du Centre équestre d'Issingeaux. Donc, vous pouvez prendre la main. Voilà, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Eh bien, bonjour. Je vais très rapidement présenter un petit peu la structure. Donc, moi, je suis Anouk Sevrez, je suis donc la directrice du centre équestre du lycée agricole d'Issingeaux. Donc, un petit peu particulier, centre équestre qui est un des 4 centres constitutifs de l'établissement public de formation agricole du Velay, donc situé à Issingeaux en Haute-Loire, c'est-à-dire sur l'axe Saint-Étienne-le Puy-en-Velay. Et on est avant tout plateau technique pour les élèves et les étudiants du lycée agricole. Au niveau des caractéristiques du centre équestre, donc on est labellisé École française d'équitation par la Fédération française d'équitation avec 210 licenciés, dont à peu près 140 licenciés hors lycée, c'est-à-dire qu'on a également une activité cheval club, poney club classique, avec 3,5 équivalents temps plein, donc 4 salariés, moi-même à la direction du centre équestre et les enseignants du lycée agricole qui interviennent également sur la structure. Une surface agricole de 28 hectares de prairies, essentiellement de la prairie permanente, avec du pâturage et de la production de foin. On réalise du pâturage mixte bovin et équin parce qu'en fait, sur le lycée agricole, il y a également une exploitation agricole avec des vaches laitières. Et concernant la gestion du fumier, on réalise un mélange de fumier bovin et équin et du compostage qui est après épandu sur les différentes parcelles. Concernant les installations, donc un centre équestre avec 2 manèges, à savoir qu'on est en altitude, on est à 950 mètres d'altitude, donc en période hivernale, on travaille beaucoup dans les manèges. Donc 2 manèges, un de 70 mètres par 35 que vous avez en haut à droite et un de 32 par 27 que vous avez sur la photo du milieu. Une carrière de 4000 mètres carrés, un marcheur, 68 box, 4 stabulations et une 50aine d'équidés avec également une petite activité pension et organisation de concours, d'événements sportifs divers et variés. À savoir également qu'on a labellisé bien-être animal par la Fédération française d'équitation et également labellisé Écuresse au niveau engagement depuis à peu près 18 mois. Concernant notre système de récupération, de réutilisation des eaux de pluie, c'est un système qui a été mis en place lors de la rénovation du centre équestre en 2007, donc qui faisait vraiment partie du projet de conception des nouveaux bâtiments. La première raison, c'est qu'on dépend d'un lycée agricole, donc avec une sensibilité importante au développement durable, notamment par rapport à des injonctions ministérielles sur l'enseigner à produire autrement et la sensibilisation des élèves à toutes ces problématiques environnementales. Donc, récupération des eaux pluviales et également de tous les drainages des sols, carrières et manèges dans un bassin de rétention. Et cette eau est ensuite réutilisée pour l'arrosage des surfaces de travail, donc carrières et les 2 manèges. Globalement, vous avez une vue aérienne du centre équestre
pour vous rendre compte un petit peu des dimensions, 9000 mètres carrés de toit à peu près, tout compris. Et vous avez en bas de la diapo, en contrebas du petit manège, le bassin de rétention. Voilà, donc il est vraiment situé en contrebas de l'ensemble de la structure. Donc toute l'eau est récupérée par gravité. En hiver, le système d'arrosage est automatique et hors sol. Donc on vient pomper avec une tonne à eau dans ce bassin et on réarrose les surfaces à la tonne à eau. Et en été, on a un système d'arrosage automatique avec une pompe. Donc sur les diapos, vous avez, alors tout à gauche, c'est la pompe qui pompe directement l'eau dans le grand bassin. Tout à droite, vous avez en fait la station qui permet de faire remonter l'eau pompée dans les différents manèges et la carrière. Et vous avez une photo de l'arroseur. Alors, sachant, comme le témoignage précédent qu'on a eu au départ à l'installation du système, quelques problèmes de particules qui remontaient du bassin et qui arrivaient à venir boucher et abîmer les arroseurs. Donc, au bout de quelques années, on est passé sur un système d'arroseur à maïs qui est nettement moins sensible. On a également rajouté des filtres supplémentaires, donc une crépine en aval de la pompe, un filtre supplémentaire également au niveau de la station. Voilà. Et aujourd'hui, avec un entretien, un nettoyage régulier des filtres, on n'a plus aucun problème d'arroseur qui se bouche. Donc, globalement, on se retrouve avec un système qui est durable et économe parce qu'on a une couverture totale des besoins en eau pour l'arrosage des surfaces de travail. Après, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une proximité entre le bassin et les surfaces à arroser. Donc, même quand on doit faire l'arrosage avec la tonne à eau et le tracteur, ça ne représente pas des gros déplacements ni une grosse perte de temps. Quelques petits points faibles. Depuis 1 an ou 2, notamment, on se rend compte avec l'augmentation des températures qu'on a une prolifération d'algues dans le bassin. Et en fait, au niveau de la conception, le bassin, il y a une faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de système de vidange. Donc, pour le nettoyer, on est obligé de tout pomper. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas très, très régulièrement. Et là, aujourd'hui, on a un peu ce problème d'algues qui, du coup, sont pompées et ça nécessite un nettoyage encore plus régulier de la crépine pour vraiment préserver tout le système. Voilà, globalement, pour le système sur le centre équestre d'Issingeaux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Alors moi, bien sûr, le volume la surface et le volume du bassin de rétention. Alors, le bassin de rétention, il fait à peu près 1500 mètres cubes. D'accord. Sur combien de profondeur alors? Alors, si vous voulez, il est en pente. Donc, la profondeur maxi, je crois qu'on est à 7 mètres. D'accord, entre 3,50 m de moyenne. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, il fait 5000 mètres cubes. Quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas de problème d'odeur avec le bassin de rétention? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un trop-plein. Donc, l'eau ne stagne jamais. OK. Une petite suggestion. Est-ce que vous avez pensé à mettre des poissons pour neutraliser les algues, pour diminuer les algues? Alors, ça m'a traversé l'esprit, mais je ne suis pas allée au bout de la question. Et c'est vrai que ça pourrait être une solution. Moi, dans les abreuvoirs, les gros abreuvoirs pour les chevaux, je mets des poissons et des escargots. Ouais. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais bon, voilà. Et quel type de poisson, du coup? Alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon fils qui est spécialiste en poissons, je ne pourrais pas vous le dire. Ouais. Non, c'est vrai que ça pourrait être une solution, effectivement. C'est à essayer, quoi. Ou un système d'épuration en mettant un îlot végétal au milieu du bassin, peut-être, ou sur le côté du bassin. Ben voilà. Non, mais il y a des pistes à étudier, effectivement. Ma question, c'était le volume du bassin de rétention, c'est intéressant.
Il y a une petite question en plus, Anouk. Il n'y a pas de système de vidange, mais il doit quand même y avoir un système de relargage du surplus, entre parenthèses, pour éviter les débordements. Oui, tout à fait. Si on revient, voilà, si on regarde sur la photo du milieu, vous avez le bassin. En fait, j'ai coupé, mais à droite, on a le système d'arrivée d'eau et à l'opposé, on a une buse, voilà, qui évacue le trop-plein. Après, c'est vrai que mon regret un petit peu, mais en termes de travaux, c'est un peu compliqué, c'est que finalement, il n'y a pas un deuxième bassin dans le prolongement qui permettrait d'augmenter notre capacité de stockage. Aujourd'hui, ça nous suffit, mais c'est vrai que selon un peu l'évolution du climat, je me dis qu'un jour, ça pourra ne plus nous suffire. Et une question, l'étanchéité là, du bassin, c'est quoi? C'est une toile en PVC? C'est une bâche? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est une bâche. En fait, si vous voulez, c'est la même fabrication que comment on appelle ça, les bassins d'évacuation dans les communes. Du polyéthylène souple ou des trucs comme ça. C'est une bâche plastique épaisse, quoi. On a une autre question. Le bassin assure toute l'année les besoins à cette surface pour assurer toute la période chaude en été? Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, ça suffit. L'été dernier, qui a été chez nous un été particulièrement chaud, il y a eu un moment où on a géré limité un petit peu plus l'arrosage de la Grande Carrière notamment, mais ça suffit. On n'a jamais vidé le bassin. Autre chose, pour récupérer cette eau, pour la récupérer sur l'ensemble du centre équestre, est-ce qu'il a fallu imperméabiliser les sols de manière à guider l'eau sur des drains bien déterminés? Alors, au niveau des surfaces de travail? Des surfaces de travail, non, puisque celles-là, vous les arrosez, à ce que j'ai compris, ensuite, mais au niveau des aires de circulation, de tout ce qui est hors surface de travail, je veux dire. Oui. Alors, écoutez, nous, tout est goudronné. D'accord. Voilà. Et sur chaque point bas, il y a des grilles de récupération. D'accord. Donc, le sol est imperméabilisé. Oui. Ah, j'ai une autre question. Y a-t-il un système, pourquoi j'arrive pas à lire la question, de pompe électrogène, attendez 2 secondes. Y a-t-il un système de sécurité, groupe électrogène pour prendre le relais de la pompe si panne électrique, peut-être dans la station de surpression? Non. 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 Ce n'est pas non plus un besoin absolu. Hein. S'il y a une panne d'électricité, ça ne dure pas longtemps non plus. On n'est pas dans un hôpital. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, ça ne nous manque pas, quoi. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Très bien. Merci beaucoup, Anouk, pour cette présentation et ces réponses. Avec plaisir. Ok, super. Je vais juste représenter. Alors, évidemment, je ne l'ai plus. Hop. Je n'ai plus accès à mes contacts, c'est parfait. Donc, oui, je vais vous présenter les contacts. Excusez-moi, j'avais perdu la page.
Voilà, juste je voulais terminer là-dessus, c'est-à-dire, comme promis, vous mettre les contacts des intervenants de ce soir. Si certains souhaitent les enregistrer pour éventuellement poser d'autres questions ultérieurement. Et puis, je vais laisser la parole, s'il le souhaite et s'il le veut bien, à Pierre Petit, qui est le président de la filière Cheval Sud PACA, pour clôturer cette soirée sur le thème de la gestion de l'eau. Ah, il y a une dernière question. Ouais, désolé. J'aurais une petite question sur des cuves plus petites, type Tonao. Tonao des toits des abris. À quelle fréquence conseillez-vous de les nettoyer? Alors, je ne sais pas qui veut bien répondre à cette question. Quand elles sont sales, hein. Pour le nettoyage des cuves à eau, en fait, l'idéal, si possible, c'est d'avoir des cuves à eau qui sont opaques, puisque c'est vraiment la lumière qui va permettre le développement des algues, des choses comme ça. Donc, si on a des cuves qui sont opaques, on a beaucoup moins besoin de les nettoyer. Et après, pour les cuves blanches classiques qu'on voit, je pense que c'est de ça que la personne parlait, en fait, ça se voit tout de suite. Dès que c'est sale, ça se voit tout de suite. Donc après, je ne peux pas donner une régularité, une fréquence type, mais en tout cas, si c'est pour l'abreuvement, encore une fois, si c'est pour l'arrosage, c'est moins important, mais si c'est pour l'abreuvement, dès qu'on voit qu'il y a des micro-organismes, des micro-algues qui se sont formés, il faut le nettoyer. Merci Charlotte. Ah j'ai une cuve noire pour l'abreuvement, voilà, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on va pouvoir clôturer, vous libérer pour ce soir? Non, Il y a une question. Oui, Jérôme, tu veux Il y a encore une question. Est-ce qu'une structure utilise un programmateur intelligent qui sait adapter le temps d'arrosage en fonction de l'humidité du sol? Donc avec un petit outil qui mesure l'humidité dans le sol. Peut-être que des hippodromes utilisent ce genre de programmateur. Après, des structures équestres plus classiques, j'en ai pas en tête. Mais en tout cas, c'est vrai que les hippodromes qui ont des besoins vraiment très précis d'arrosage des pistes et de qualité de piste utilisent ce type d'outil, oui. Mais après, je ne sais pas, peut-être Jérôme, ou je ne sais pas si vous avez en tête des structures qui utilisent ce type de programmateur, structure équestre, je ne sais pas du tout. Je n'en connais pas. Oui, c'est un fait que habituellement, on arrose un peu au doigt mouillé, hein, et c'est vrai que là, il y a certainement matière à engager une réflexion sur la consommation de l'eau. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité des interventions parce que je les ai trouvées très riches et très variées. Au début de l'intervention de Charlotte, quand elle a parlé d'une cuve de 1500 mètres cubes, immédiatement dans ma tête, je me suis dit, oh là là, 1500 mètres cubes, oui, effectivement, c'est bien au moins ce qu'il faut si on veut couvrir une période assez longue d'impossibilité de remplir, mais je me suis dit quand même, 1500 mètres cubes, voyons voir, 30 mètres par 30 mètres, au moins 1,50 m de profondeur, dis donc, ça fait une drôle de cuve enterrée. Et je me disais, mais dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être envisager une cuve à ciel ouvert? Je poserai la question en fin d'émission, comme on pourrait dire. Et puis la réponse, elle est arrivée toute seule avec l'intervention du lycée agricole, là où on nous dit, ben oui, effectivement, on a tenté cette expérience. Donc effectivement, il y a un panel de questions qui reste encore en suspens, qui mérite qu'on approfondisse, qu'on creuse. Mais effectivement, je pense qu'on est dans la bonne voie en engageant ce type de réflexion, parce qu'il est clair que l'eau, on ne le dit jamais assez, c'est cette richesse qui n'est pas inépuisable et qui a bien besoin d'être économisée et utilisée à bon escient. Alors, merci encore aux 5 intervenants. Personnellement, je me suis régalé. Je l'ai trouvé, je le redis, les interventions très variées. Une interrogation qui demeure malgré tout dans ma tête. J'ai trouvé que
au mai, chez Aline Christiani, on consommait vraiment très peu d'eau. Et je m'interroge pour savoir comment elle fait pour consommer aussi peu d'eau pour arroser ses carrières. Mais je sais qu'elle a des installations extrêmement performantes. Et la prochaine fois que je retournerai au mai, je ne manquerai pas d'aller voir ça un petit peu de plus près. Voilà, merci encore à vous tous et à vous toutes. Merci aux gens qui ont suivi ce webinaire. Et puis, bien sûr, merci aux organisateurs. Merci à vous, le Creux, les filles qui vous en êtes occupées. Merci à toi, Jérôme, pour vous être investi. Et je pense que c'est vraiment très, très enrichissant pour nous tous, ces séances de webinaire. Et j'en profite pour vous annoncer un prochain webinaire qui aura lieu le 1er juin prochain sur le bien-être animal, le bien-être équin animal, et qui sera animé, si j'ai bien compris, par Hélène Roche, universellement connue dans le monde de l'équitation. Merci encore à vous tous et je vous rends la parole et je suis très satisfait. Ben, moi aussi, je vous remercie. Merci à Pierre pour cette intervention. Merci d'avoir annoncé le prochain webinaire. J'allais en reparler, donc c'est parfait. Donc, comme prévu, je vous propose dans quelques jours de vous adresser le lien du replay que vous pourrez diffuser. On en profitera aussi pour vous envoyer une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires. Et puis, on reste à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie encore chaleureusement l'ensemble des intervenantes. Et puis, bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si, bonne soirée. Bonne Bonsoir à soirée. tous, merci.